Bonjour à tous, merci d'être là à l'heure. J'espère que tout se passe bien pour vous, que votre famille se porte bien en ce moment. Je suis Romain Poirot, directeur commercial associé de frenchmorning.com et modifrançais.ca. N'hésitez pas à partager toutes nos invitations par email, réseaux sociaux, à votre famille, peut-être aux gens qui ne connaissent pas encore notre infolettre ou nos newsletters. Vous êtes plus de 200 à vous être inscrits aujourd'hui sur le webinaire, donc vous remarquerez que votre webcam est coupée ainsi que vos micros pour qu'on puisse écouter nos intervenants. Mais vous en faites pas, on prendra toutes vos questions et on est aussi en live sur le Facebook Live de French Morning et de Maudit Français. Donc vous pouvez déjà dès à présent, si vous êtes sur le Zoom et le Facebook Live, envoyez-nous déjà d'où vous vous connectez, de quelle ville, de quel pays, parce que ça nous intéresse de savoir. Et on va prendre, vous allez voir qu'en bas du Zoom, en fait, à peu près là, sur votre écran, il y a Raise Hand ou en français, Levez la main. Donc, vous allez pouvoir poser toutes vos questions en live à la fin des présentations. On en revient tout de suite au sujet du jour, investir dans l'immobilier en Floride et notamment à Miami. Pour répondre à toutes nos questions aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir 3 experts. Gilles Danard, directeur de l'agence immobilière Vano Miami. Gilles est à Miami Beach depuis bientôt plus de 10 ans. On a Séverine Gianez, présidente du cabinet d'avocats Gianez Pittman, depuis 18 ans à Miami. Et on a Jean-Philippe Sora, associé, qu'on ne présente pratiquement plus parce qu'il est dans beaucoup de nos webinaires, expert comptable franco-américain avec l'entreprise Massa Group Consulting. En tout cas, j'espère que vous avez prévu un stylo, une feuille de papier, puisqu'on va avoir beaucoup d'informations aujourd'hui. Et donc, je vais laisser Gilles nous mettre à jour sur le marché de l'immobilier à Miami aujourd'hui. Merci Romain. Donc, merci à tout le monde d'être venu et participer à ce webinaire. Merci à French Morning. Donc, Romain m'a un petit peu présenté déjà. Je suis donc le directeur associé de l'agence Vano à Miami. Vano, c'est un groupe d'agences immobilières dans le monde qui est spécialisé depuis plus de 45 ans dans la location des biens et les transactions à Paris et à l'international. Donc, à Vano Miami, on fait bien sûr des transactions immobilières, achat, vente, location et gestion immobilière. Et on s'occupe aussi de la relocalisation des expatriés qui viennent s'installer ici. On les prend en main, on les aide pour s'installer. Et en parallèle, on peut aussi faire des acquisitions de sociétés, de fonds de commerce pour les gens qui veulent s'installer aux États-Unis avec un visa d'investisseur. Voilà, donc moi je parle français, anglais, espagnol, ce qui est formidable à Miami puisque je parle tous les jours les 3 langues. Donc c'est un atout, surtout quand on fait du business. Et en parallèle, j'ai une double casquette puisque je viens de la gestion de patrimoine en France. J'avais une société de gestion de patrimoine pendant 15 ans. Et donc, ça me donne une expertise vraiment, une maîtrise des problématiques économiques, fiscales et civiles sur les investissements internationaux. Voilà. Donc, pourquoi je suis venu à Miami? Bon, je ne suis pas le seul, hein. Il y a des gens qui sont venus avant moi, d'autres très connus, d'autres moins connus. Bon, au départ, donc on entend beaucoup parler de Miami, c'est un nom magique. Donc là, vous voyez, j'ai mis quelques gens connus, vous les connaissez sûrement. Mais au départ, les gens viennent beaucoup à Miami pour la qualité de vie. On pense beaucoup au tourisme, aux plages, à la fête. Mais Miami, ce n'est pas que tout ça. Donc, on va vite passer sur ce slide et je vais vous montrer que Miami devient aujourd'hui une ville, ce qu'on appelle une ville globale, au même titre que Londres, New York, Singapour, Los Angeles. Elle est sur la pente montante des villes globales parce qu'elle offre beaucoup de choses. Donc, en plus de la qualité de vie, un climat exceptionnel, c'est une ville qui offre des infrastructures fantastiques. Donc, le 3e aéroport mondial, des États-Unis au niveau des voyageurs avec 120 destinations dans le monde et le premier aéroport au niveau du fret. Un très grand port aussi avec notamment beaucoup de croisiéristes et maintenant énormément de sociétés qui viennent s'installer pour profiter justement de cette montée de la ville au niveau économique, son essor économique. Il y a 1200, à peu près 1200 sociétés multinationales qui sont installées à Miami. Et pourquoi? Parce que Miami, c'est aussi une zone géographique qui est une passerelle entre l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord et l'Europe. Donc, énormément de choses qui attirent les gens. En plus, une vie culturelle, culinaire, festive intéressante et une fiscalité attractive. Donc, ça, c'est toujours sympa aussi quand on peut vérifier tout ça en même temps.
ce que je dis toujours à mes clients, c'est que quand vous vous installez à Miami, quand vous sortez de votre travail, vous êtes en week-end, en fait, vous êtes en vacances. Donc, ça, c'est vraiment une des raisons pour lesquelles je suis installé à Miami et pourquoi Vano est installé à Miami aussi. Donc, le marché, rentrons dans le vif du sujet, le marché immobilier de Miami. Donc, déjà, ce qu'il faut savoir au départ, c'est que 89% des acquéreurs aux États-Unis passent par un agent immobilier. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un peu différent d'autres pays, notamment par rapport à la France. Les agents immobiliers ici ont accès à un fichier central où ils ont accès à tous les mandats des autres agents immobiliers. Donc, chaque agent immobilier partage son mandat avec un autre agent immobilier. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au départ, quand vous donnez un bien à vendre ou à louer à un agent immobilier, ce sera forcément un mandat exclusif. Et donc, ce n'est pas très grave parce que lui, il va le partager avec tous les agents immobiliers de la place. Et donc, vous, si vous êtes acquéreur ou locataire et que vous cherchez un bien, vous pouvez passer par votre agent immobilier qui va lui avoir accès à tous les mandats de la région. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Donc, pas besoin d'aller frapper à toutes les petites agences. Du moment où vous avez trouvé un agent immobilier avec qui vous entendez bien et avec qui vous avez confiance, gardez-le parce que ça sera la même chose, qu'il aura le même accès au même bien que tous les autres. Après, les agents immobiliers de Floride ont une expertise assez pointue avec des licences à passer qui sont assez orientées sur le droit. Pourquoi le droit? Parce que l'agent immobilier de Floride, c'est lui qui rédige le contrat de vente ou le bail. Donc, il est entre l'agent immobilier et le notaire. Alors, bien sûr, il y a d'autres intervenants et ça, Cédric nous en parlera tout à l'heure au niveau juridique. Mais l'agent immobilier quand même a une place très importante et il doit connaître bien les lois et en plus de son marché. Enfin, les commissions, donc ça c'est une bonne nouvelle si vous ne le savez pas, quand vous êtes acquéreur ou locataire en recherche d'un appartement ou d'une maison, c'est que les commissions sont payées par les vendeurs aux États, enfin en tous les cas en Floride et quasiment partout aux États-Unis. Donc quand vous travaillez avec votre agent immobilier, il ne va rien vous coûter en gros, sauf si vous êtes vendeur ou propriétaire avec quelque chose à vendre. Maintenant, si vous êtes dans votre pays de résidence, agent immobilier, conseiller en gestion de patrimoine avec une licence agréée par votre état de résidence et que vous apportez des affaires, notamment à Vano ou à un autre agent immobilier, il pourra partager sa commission avec vous en apporteur d'affaires. C'est normalement 25% de la commission. Voilà, mais ça se négocie aussi, mais c'est rarement plus que 25, c'est parfois moins. Mais c'est une bonne chose parce que ça vous permet d'envoyer des clients et d'être rémunéré sans avoir trop à travailler, sans connaître le marché. Voilà, donc aujourd'hui, le marché à Miami, il est bon. On est sur une tendance qui s'est installée sur la durée. Le premier trimestre de 2020 est meilleur que celui de 2019. Et les prix montent et notamment, tout le monde a en tête la crise de l'immobilier à Miami. Et là, on est à 120% de plus par rapport aux maisons, par rapport au plus bas de 2011 et 136% sur les appartements. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est revenu au prix d'avant la crise et on est même mieux. Sauf qu'aujourd'hui, on n'est plus dans un marché de bulles parce que déjà, les inventaires, le stock de vente a tendance à diminuer assez rapidement, donc moins de 12% sur un an sur les maisons, presque moins 10% sur les appartements. Et en plus, les banques, quand elles prêtent, elles font beaucoup plus attention. Donc, on n'est plus dans cette bulle de crédit des subprimes. Donc, c'est un marché qui est bien consolidé et je pense que cette tendance va continuer et je vous expliquerai après pourquoi, pour différents facteurs. Alors, le marché immobilier, je vais m'adresser surtout aux Français. Il se situe vraiment dans 3 zones géographiques de Miami. On va parler de South Beach. Donc, Miami Beach, c'est le sud de Miami Beach. Pourquoi? Parce que les Français aiment beaucoup les petits quartiers pittoresques d'art déco avec la plage, les restaurants, les musées. Donc, on peut habiter dans un petit appartement art déco ou dans une tour avec beaucoup de services. Donc, ça, c'est un marché qui marche bien pour les Français qui aiment beaucoup. Après, vous avez toute la zone de Coconut Grove et accessoirement Coral Gables qui est assez recherchée par les familles françaises. Pourquoi? Parce qu'en habitant dans ces coins-là, vous avez accès aux écoles internationales. Donc, Coconut Grove est très, très prisé des familles et c'est très mignon aussi avec beaucoup de verdure et tout ça. Après, vous avez une zone qui est Brickell Downtown, qui est un peu la zone économique de la ville. Brickell, c'est un peu la défense de Miami. Et Edgewater, qui est plus résidentiel. Cette zone-là s'adresse beaucoup aux cadres dynamiques, jeunes cadres dynamiques, ou alors des personnes très fortunées qui achètent des penthouses dans des immeubles magnifiques. Voilà, donc c'était pour vous resituer un peu le marché. Maintenant, si vous êtes d'une autre région, les Canadiens, tout ça, je pourrais vous parler après le webinaire.
Est-ce que la crise du Covid va changer quelque chose dans l'immobilier et à Miami notamment? Donc, bon, moi, je pense que sur le court terme, un peu forcément, puisqu'il y a eu une baisse des transactions au mois d'avril à cause des confinements. On a perdu 50% de transactions, ce qui est normal puisqu'on ne pouvait pas sortir, les gens travaillaient chez eux, on ne pouvait pas faire les diagnostics. Bon, nous, chez Avano, on a quand même réussi à faire une très belle transaction pendant le confinement, donc on a été assez contents. Et avant cette crise, il y avait quand même la tendance à l'augmentation des prix dont j'ai parlé tout à l'heure. Les maisons ont pris 6%, les appartements 7,7%. Donc, ça, je parle du mois d'avril. Tout à l'heure, je parlais du mois de mars. Donc là, on est sur avril. Donc, vous voyez que même sur le mois d'avril, les prix ont monté. Donc, sur le court terme, je pense que ça ne va pas trop affecter, ni sur le long terme. Maintenant, ce qui s'est installé aussi, c'est la digitalisation des services et la virtualisation des services au niveau immobilier. Ce qui était déjà quelque chose qui s'est installé, mais là, on est vraiment passé à la vitesse supérieure. Ce qui veut dire aujourd'hui que vous pouvez rester dans votre pays de résidence et demander à votre agent immobilier de faire les visites pour vous, de vous envoyer les documents à signer de façon électronique, et de faire le closing de façon électronique et de le mettre en location à votre bien, tout ça en délocalisé. Vous n'avez pas besoin de venir. Alors, je dis toujours qu'il vaut mieux venir, surtout à Miami, parce qu'on peut profiter de la plage et du beau temps. Quand on achète un immobilier, c'est toujours bien de le voir. Mais si vous êtes un investisseur et que vous n'avez pas le temps et que vous faites confiance à votre agent immobilier, vous n'avez pas besoin de venir. En fait. Donc je pense que ça va se développer encore plus. Sur le moyen long terme, les gens veulent plus d'espace, plus de verdure, plus de balcons. Donc, je pense que les maisons vont prendre de la valeur et les appartements petits vont revenir sur le marché, ce qui va permettre d'avoir peut-être des bonnes opportunités sur les petites moyennes surfaces. On va en parler tout à l'heure. Alors, le coronavirus a eu un effet très intéressant, notamment par rapport aux gens de New York. On voit que les gens de New York sont venus beaucoup se réfugier à Miami. Donc ça, c'est un autre effet de fond qui s'inscrit dans la durée. Beaucoup de gens de New York viennent s'installer à Miami en des raisons secondaires parce que Miami est à 2 heures d'avion et le temps est très différent. Mais il y a aussi, on verra plus tard, un effet fiscal avec une réforme fiscale qui s'est passée aux États-Unis où aujourd'hui, des États très fiscalisés privilégient les États non fiscalisés comme la Floride pour s'installer et mettre leur résidence. Voilà. Donc, aujourd'hui, moi, je pense que le prix des maisons, vu que le stock est très bas et la demande est élevée, on est dans un seller's market, c'est-à-dire qu'on a beaucoup moins de stock d'offres que de demandes. Donc, je pense que les maisons ne vont pas du tout être affectées par cette crise. Et on va continuer dans cette tendance d'augmentation des prix et diminution du stock. Pour les appartements, c'est un peu différent. Les petites surfaces et moyennes surfaces, comme je le disais, elles vont souffrir. Et on est toujours dans un buyer's market, ça veut dire qu'on a 12 mois et demi en ce moment de stock disponible. Alors, un équilibre, c'est entre 6 et 9. Donc, vous voyez qu'on est un petit peu au-dessus. Donc, on est toujours dans un buyer's market. Et je pense que les petites surfaces, moyennes surfaces, vont souffrir. Et là, il y a vraiment un moment, c'est le moment d'investir et de faire des offres agressives parce qu'on pourra le voir plus tard avec un exemple. Je pense que il y a des très bonnes opportunités à prendre. Au niveau commercial, on va en parler très vite. Il y a, comme partout, les commerces ont énormément souffert pendant la crise. Donc, il y a des gens qui vont faire faillite ou qui vont mettre la clé sous la porte. Donc, pour ceux qui veulent venir s'installer aux États-Unis avec un visa d'investisseur E2 ou EB5, c'est peut-être le moment de faire le pas et de se dire, voilà, on va chercher un commerce en difficulté, on va faire une offre un peu agressive et on va pouvoir venir s'installer avec notre visa en Floride. Alors, est-ce que c'est le bon moment d'investir en Floride? Moi, je suis convaincu, mais je vais essayer de vous démontrer pourquoi. Aujourd'hui, Miami se place comme une ville globale, mais par rapport aux autres villes globales, comme encore Londres, Singapour, New York, son immobilier est très décoté. Donc là, il y a encore une marge à prendre à ce niveau-là. Après, tout le monde sait que la bourse a pris une grosse baisse et qu'en temps de crise, après les crises, les gens ont tendance à réinvestir sur l'immobilier. Donc là, vous investissez dans un actif décoté et en immobilier. Maintenant, vous investissez aussi en dollars, ce qui est aussi une autre façon de diversifier son portefeuille. Et le dollar est très intéressant parce que même si les États-Unis vont subir une crise comme tout le monde, une récession, ils seront comme toujours les premiers à s'en sortir ou parmi les premiers. Voilà. Autre chose, la fiscalité de la Floride est très intéressante. Et Jean-Philippe en parlera tout à l'heure, je pense.
Et il y a aussi un effet qui se passe en Floride. Il y a une immigration interne, donc les gens qui viennent de New York, les gens qui viennent d'autres États très fiscalisés. Il y a une immigration très importante de l'Amérique latine. Et il y a aussi une très grosse démographie. Donc, la Floride est un solde démographique positif par rapport à certains autres États. Voilà. Donc, j'ai pris des petites simulations. Bon, ça reste des simulations. Hein, si vous avez besoin de choses plus précises, n'hésitez pas à m'appeler, à me poser des questions. Je serai disponible après le séminaire, pendant le séminaire, par email, comme vous voulez. Mais j'ai pris deux exemples de fichiers, de biens qui plaisent aux Français. Donc, une petite surface à Miami Beach. Aujourd'hui, à Miami Beach, on est à 3 660 $ du mètre carré. Donc, on est vraiment très en dessous de ce que vous pouvez voir à Paris, Londres, New York. Donc, avec 200 000 $, vous pouvez acheter un 55 mètres carrés et aujourd'hui, ça se loue environ 1 500 $. Donc, si on fait un rapide calcul de rentabilité, vous arrivez à une rentabilité de 4,75%. Donc, ce n'est pas du tout ce que vous avez peut-être entendu sur des émissions un peu grands qui parlent de rentabilité à 7, 8, 9, 10%. Non, moi, je reste assez ceinture bretelle, comme on dit en français. Et donc, c'est quand même une très bonne rentabilité par rapport à ce que peut vous offrir aujourd'hui l'immobilier ailleurs. Je vais prendre un autre exemple. Donc, c'est une maison à Coconut Grove, donc ce quartier qui est assez prisé des familles françaises. Et là, aujourd'hui, on est à 4 300 $ du mètre carré. Donc, pour $1 million, vous avez une maison de 3 chambres, 3 salles de bain et piscine qui se loue 6 500 $ environ. Et je peux vous dire que c'est la vérité parce que ça fait une semaine que je cherche une maison pour une famille française et il n'y a pas de stock. On ne trouve rien. Et tout est à 6 500 $, tous les biens à peu près corrects. Donc, avec un loyer comme ça et les charges que vous avez en face, vous avez presque une rentabilité de 5% ou voire un peu au-dessus. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, enfin en Floride, donc il n'y a pas d'impôt sur le revenu, mais il y a un impôt sur le revenu au niveau fédéral, national, donc c'est l'IRS qui vous taxe. Et les revenus fonciers sont très bien traités aux États-Unis parce que l'IRS vous permet de faire un abattement de 27,5 € sur votre bien. Donc, ça éponge carrément l'actif taxable. Et en plus, cerise sur le gâteau, contrairement à la France où vous avez le droit à 20 € par bien par an pour vos faux frais, l'IRS vous autorise je pense que Jean-Philippe pourra confirmer, un billet d'avion pour venir voir votre agent immobilier, votre locataire au moins une fois par an, 2-3 nuitées de chambre d'hôtel, et puis quelques restos pour inviter votre agent immobilier. Voilà. Donc, des faux frais qui passent dans votre comptabilité qui suppriment en gros l'impôt sur les revenus fonciers des États-Unis. Voilà, donc j'ai été assez rapide, j'espère que j'ai été compréhensif. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous inscrire sur notre site web. Vous avez accès au MLS, à tous les biens. C'est vano-miami.com. Et puis, je passe la parole donc à Séverine. Voilà, merci beaucoup. Merci Gilles. J'en profite aussi le temps que Séverine partage son écran pour rappeler à tout le monde que vous pouvez poser vos questions à peu près là dans le Q&A par écrit et vous pouvez lever la main à la fin de ce webinaire pour poser vos questions en live. Je cache votre nom de famille et vous ne serez pas visible à la webcam, donc ce sera juste en audio. Donc n'hésitez vraiment pas à lever la main. On a déjà reçu des questions par email au préalable de Patrick, de Michel et de Hélène. Donc, on a bien reçu vos questions par email et on va les adresser à la fin de la présentation. Donc, une fois que Jean-Philippe aura parlé. J'ai aussi mis, pour que vous le sachiez, dans le chat, donc vous devez avoir accès au chat aussi, l'email de Gilles. Donc, si vous souhaitez le contacter, pour quoi que ce soit, vous pouvez lui écrire. Il est disponible et il s'engage à répondre à tout le monde. Et ensuite, je donnerai les emails de Séverine et Jean-Philippe. Voilà. Séverine, bonjour, Séverine Genès-Pitman. Donc, je suis à Miami depuis 18 ans. Je suis avocate. Je suis inscrite au barreau de Paris et au barreau de Floride. Donc, j'ai d'abord pratiqué au barreau de Paris pendant près de 5 ans et j'ai été spécialisée dans les affaires, dans le droit des affaires, plutôt dans le contentieux commercial et dans le droit immobilier. Je pratique auprès du barreau de Floride depuis maintenant 12 ans. Et aujourd'hui, donc, on va traiter d'investissement dans l'immobilier.
Et je vais me pencher sur trois points, des différentes étapes dans l'acquisition d'un bien immobilier, de véhicules d'investissement. Et je vais aussi aborder la question de la location quand vous allez acheter pour louer un bien. Alors, la première étape… Tu peux te mettre en plein écran, Séverine, s'il te plaît? Oui, je vais essayer de remettre en plein écran. Voilà. Merci beaucoup. Ah, mais là, je ne suis pas sur le bon slide en plein écran. Donc, je vais essayer d'arranger ça. Excusez-moi, je vais arranger ça dans 1 minute. Il n'y a pas de problème. Non, 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 c'est pas grave. Sinon, je vais faire autrement. Est-ce que là, vous m'entendez et est-ce que vous voyez bien? Le partage d'écran a été coupé. Il faut juste le remettre. Oui, je vais avoir du mal à le remettre en plein écran. C'est tout ce que je vais pouvoir faire. Je ne sais pas pourquoi ça bloque. Mais je repasse sur le dernier. Voilà, on y est. Alors, je reprends, excusez-moi. La première étape dans l'acquisition d'un bien immobilier, c'est l'offre d'achat. Alors, comme l'a évoqué Gilles, effectivement, il n'y a pas de notaire en Floride. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe avec votre agent immobilier, votre avocat et votre comptable quand vous allez considérer l'achat d'un bien. L'offre d'achat, qu'est-ce que c'est? C'est assez simple. C'est un document légal qui va exprimer les volontés et l'obligation de l'acheteur. Mais il y a un certain nombre de points auxquels il faut faire très attention. Il faut identifier le bien. Ensuite, que ce soit, par exemple, est-ce que vous allez acheter un terrain? Est-ce que vous allez acheter une maison? Est-ce que vous allez acheter un appartement? Identifier effectivement le prix de vente. Être sûr du délai d'inspection. Et ça, c'est important parce que pendant ce délai d'inspection, vous allez pouvoir vous retirer. Donc, c'est important de bien noter à partir de quand démarre ce délai d'inspection et jusqu'à quand et quand est-ce qu'il se termine. Enfin, la date de clôture. Et une fois que vous avez bien identifié tous ces points, vous allez signer votre offre d'achat. Et à la signature de cette offre d'achat, l'acheteur va remettre 10% du prix d'achat sur le compte séquestre de son avocat. Et ça, c'est le dépôt de garantie. C'est important parce que ce dépôt de garantie, il n'est pas perdu si jamais vous voulez vous retirer du deal, à condition que vous indiquiez bien que vous voulez retirer du deal pendant la période dite d'audit juridique. Donc ça, c'est important de noter. C'est la seconde étape. Donc la seconde étape, l'inspection et l'audit juridique. Il y a une inspection physique, évidemment, vous voulez voir si vous pouvez, vous envoyez quelqu'un voir le bien que vous voulez acheter, soit un terrain, une maison, un appartement. Et en parallèle, on a l'audit juridique. C'est là que l'avocat intervient après avoir revu l'offre d'achat. Et on regarde toujours s'il existe des hypothèques, s'il y a un vice caché dans la chaîne des titres. Parce que la dernière chose que vous voulez, c'est acheter un bien qui appartiendrait pas finalement au vendeur qui se présente, mais qui appartiendrait à quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est très important. Et puis, vous allez voir s'il n'y a pas des hypothèques. On va aussi également regarder la zone dans laquelle il se situe ce bien. Est-ce que c'est une zone commerciale? Est-ce que c'est une zone résidentielle? Est-ce qu'on peut construire? Ou alors, est-ce qu'on ne peut pas du tout construire? Il va y avoir d'autres problématiques qui peuvent être liées à l'environnement. Par exemple, si vous achetez une maison et que vous avez au bord de l'eau et que vous avez l'intention de construire un ponton pour y mettre votre bateau, s'il y a des coraux qui sont protégés là, vous n'allez pas pouvoir construire votre ponton qui fait de l'ombre sur ces coraux. C'est un des exemples. Dans une maison, il va falloir regarder s'il y a de la moisissure, s'il y a des produits toxiques dans la peinture. Est-ce que la maison, elle est classée ou elle n'est pas classée? Si c'est une maison historique et que vous avez l'intention d'acheter une maison, soit pour la rénover, vous allez être limité. Soit pour la détruire parce que vous voulez reconstruire une nouvelle maison, ça ne va pas être possible si cette maison est classée. Donc tout ça, c'est des points très importants à regarder. En général, il y a toujours, dans le cadre en tout cas d'un terrain et d'une maison, et un géomètre qui intervient, donc pour avoir une carte, pour savoir un peu qu'est-ce que vous achetez. Et on va commander un certain nombre de rapports détaillés sur l'état du bien. Pour le cas des appartements, il faut absolument prendre connaissance d'un certain nombre de documents, comme la déclaration de copropriété, pour savoir quels sont vos droits, mais aussi vos obligations. Prendre connaissance des états financiers qui vont vous donner une idée du budget de fonctionnement. Des coûts mensuels des frais de copropriété, ils vont varier.
Si vous avez plus d'immeubles, en fait, plus d'immeubles luxueux, plus vous allez avoir des services à disposition et plus les coûts mensuels vont être importants. Les documents liés aux travaux d'entretien, c'est important aussi pour savoir qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui va être fait. Je vous encourage à prendre connaissance des procès-verbaux des réunions de copropriétaires. Ça vous donne aussi un bon éclairage sur l'entretien et sur ce qu'il y a à faire dans cet immeuble. Et évidemment, des documents d'assurance. La dernière étape, c'est le closing. Le closing, finalement, c'est la transmission du titre de propriété. Et pendant le closing, qu'est-ce qu'on fait? On vérifie, on prépare, on transfère, on enregistre. On vérifie, alors vous me direz, on a déjà vérifié par l'audit juridique, mais depuis l'audit juridique, il y a peut-être eu un temps qui s'est écoulé. Donc, on va encore vérifier que le titre de propriété ne soit pas entaché de vices. On va vérifier que les taxes foncières ont bien été payées, sinon c'est vous qui allez devoir les payer. On va regarder l'état de compte des frais d'appartement et on va vérifier que la police d'assurance du titre de propriété ait bien été émise. Ensuite, on prépare des documents de closing, donc ça c'est l'avocat qui prépare tout ça, et à la signature de ces documents, on va transférer les fonds. Une fois qu'on a transféré les fonds, on va enregistrer le titre de propriété au sein du comté dans lequel se trouve le bien, pour que ce soit officiel. La deuxième question que me posent souvent mes clients, c'est quelle structure d'investissement? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'une société pour investir ou pas? Ou est-ce que je peux simplement acheter en nom propre? Alors, j'encourage jamais mes clients à acheter en nom propre parce que quand vous achetez en nom propre, votre responsabilité va être illimitée, votre responsabilité personnelle. Donc, vous allez exposer votre patrimoine. C'est pour ça qu'en général, on achète toujours via une société où là, votre responsabilité va être limitée à vos apports. Et en plus, ça va aussi diversifier les risques juridiques. C'est-à-dire que si vous achetez plusieurs appartements, au lieu de mettre tous ces appartements dans une seule société, il vaut mieux créer une société qui détiendrait chaque appartement. Parce que si vous avez un problème, si quelqu'un vous assigne en justice, il y a un problème au niveau d'un appartement, si cet appartement est détenu par une ADC avec d'autres appartements, il va y avoir un effet de contagion. C'est-à-dire que tous les appartements, tous vos biens, ce n'est pas forcément des appartements d'ailleurs, mais tous vos biens vont être à risque. C'est pour ça qu'on recommande souvent d'avoir une ADC par bien. Alors, la question suivante, c'est souvent quel type de société je vais créer? Est-ce que je vais créer une corporation ou est-ce que je vais créer une ADC? Pour faire assez simple, la corporation, c'est l'équivalent d'une société anonyme en beaucoup plus simple ou d'une SAS. Et ça présente l'intérêt en fait d'isoler son patrimoine personnel du fisc américain, du fisc français. Parce que cette société, en fait, vous allez être imposé, le résultat va être imposé au niveau de la société à un taux fixe, qui est un taux fixe fédéral de 21%. Et ensuite, lorsque vous allez distribuer des dividendes, vous allez devoir payer un impôt en Floride de 5,5%. Mais j'imagine que Jean-Philippe va développer ce point. Donc ça, c'est un type de société. Ensuite, vous avez un autre type de société qui est la LASC. Et la LASC, c'est un mix entre la SARL et la SCI. Donc, à la différence de la corporation, c'est une entité qui, elle, est transparente fiscalement. C'est-à-dire que l'imposition du résultat, elle va être au niveau de l'associé et selon un barème progressif. Comme l'a indiqué Gilles, il n'y a pas d'impôt sur le revenu des personnes physiques en Floride. Donc, dans le cadre de l'immobilier, la LASC, c'est une société qui est quand même un peu plus fréquente parce qu'elle est tellement simple à gérer et en plus, elle est transparente fiscalement. Quand je vous disais que la LASC, elle est très simple à gérer rapidement, il peut y avoir un seul membre dans cette société, comme vous pouvez en avoir plusieurs. Elle peut être gérée par un ou plusieurs managers, ou elle peut être gérée par l'ensemble des membres de la société, de la LLC. Il n'y a pas vraiment d'assemblée à tenir, même si je recommande quand même d'en avoir une. Donc, c'est vraiment très, très simple. Maintenant, quelles sont les obligations du vendeur? Ils sont assez simples, finalement, parce que le vendeur, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit produire des documents qu'on lui demande. Il y a un autre point qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que le vendeur non résident va être soumis à une législation fédérale qui s'appelle FIRPA, c'est-à-dire Foreign Investment in Real Property Tax Act.
Et cette loi fiscale fédérale va imposer aux vendeurs non résidents de remettre à l'ARS 15% du prix de vente jusqu'à ce que cette personne puisse produire finalement sa déclaration de revenus aux USA. Et ensuite, cette personne va récupérer ces 15%. Donc ça, c'est très important parce que quand on va décider de type de société, ce point-là est à prendre en considération. Et enfin, le vendeur va payer des taxes d'État sur le type de propriété. Ça s'appelle State Dock Stamp Tax. Ce n'est pas très, très élevé, mais ça fait partie des frais à envisager. Alors maintenant, vous avez peut-être considéré d'acheter un bien immobilier pour de louer. Alors, si on se passe du point de vue du propriétaire que vous êtes, les points essentiels à avoir en tête, c'est de bien définir dans ce contrat des loyers. Il y a un loyer de base, et puis vous allez avoir ce qu'il appelle ici un loyer additionnel, c'est-à-dire des charges. Quelles sont les charges que le locataire va devoir payer ou que vous allez, en tant que propriétaire, vous allez devoir prendre en charge. Donc ça, c'est vraiment à la discrétion des deux parties, mais plutôt à la vôtre, puisque c'est vous qui allez soumettre ce contrat. Et il faudra que ce soit très clair. En général, le locataire va devoir vous donner une caution qui est égale. Il n'y a pas de règle stricte, mais en général, la coutume, c'est de donner 3 mois de loyer et une avance sur le premier et le dernier mois de loyer. Donc ça, c'est important. Il faut effectivement savoir quelle est la durée de ce contrat et est-ce que vous envisagez une option de renouvellement ou pas du tout. Et si le locataire décide de rompre son bail, quelle est la durée du préavis? Bien sûr, vous allez avoir un préavis, mais quelle est la durée du préavis? Et est-ce que vous lui permettrez éventuellement de sous-louer ou pas? Et en général, je recommande toujours de prévoir une garantie personnelle. Pour le locataire, il a le droit, lui, à profiter de son bien, c'est-à-dire le quiet enjoyment, mais il a aussi des obligations. Bien sûr, il doit payer des loyers en temps et heure et il doit aussi faire un usage normal de son bien. Alors, c'est assez amusant de parler d'usage normal. C'est-à-dire qu'en fait, il ne va pas commencer à créer un business dans un loyer, dans un immeuble qui est résidentiel. C'est ça que ça veut dire. Donc, c'est assez simple. Il doit prendre en compte les petites réparations qui ne sont pas très importantes. Et le propriétaire, lui, doit absolument prendre en charge les réparations structurelles, qui sont en général, c'est le toit, la plomberie. Et à la fin du bail, en général, il y a un état des lieux. S'il n'y a pas de problème majeur, et même pendant la durée du bail, il n'y a pas de problème majeur, on doit rendre la caution. C'est vraiment à la fin du bail. Ce que je veux dire, c'est que si pendant la durée du bail, il y a un problème, vous êtes, en tant que propriétaire, autorisé à utiliser la caution qui vous a été remise à la signature du bail pour des dédommagements. Mais à la fin du bail, s'il n'y a pas eu de problème et que tout est impeccable, à ce moment-là, vous devez rendre cette caution à votre locataire. Ce que je veux vraiment souligner, c'est qu'aux États-Unis, la liberté contractuelle est très importante. C'est-à-dire qu'en France, on va regarder les lois et on va appliquer. Ici, en droit de common law, c'est le point commun aux États-Unis, on part finalement du contrat et on va regarder les lois si le contrat n'est pas clair, donc si on prend une interprétation ou si on a oublié de mettre quelque chose. C'est pour ça qu'il est très, très important d'avoir tous ces contrats, que ce soit le contrat d'achat, que ce soit le contrat de location, très, très, très détaillé. C'est pour ça que c'est toujours très important aux États-Unis. Vous n'avez jamais des petits contrats parce qu'on ne veut rien oublier, parce qu'on va regarder les lois finalement par défaut. Donc, c'est très important de prendre son temps déjà pour acheter et de bien vous référer à des professionnels qui vont vous guider. Voilà, je vous remercie. Merci Séverine, c'était top. Donc, je vais mettre l'email de Séverine dans le chat. Donc, s'il y a des gens qui souhaitent la contacter, vous pouvez lui écrire dès à présent. On a aussi des gens qui sont connectés sur le Facebook Live. Bonjour à vous. Merci de nous avoir rejoints. Peut-être que vous nous avez pris en cours de route. Vous avez dans la description un lien qui vous permet de rejoindre le Zoom. Si jamais vous voulez poser vos questions en live à la fin,
rejoignez-nous sur Zoom, ce sera plus sympa, on pourra entendre votre voix. Il suffira juste de lever la main pour poser votre question. Je vais en profiter et tenter une transition vers Jean-Philippe. Séverine, tu nous as dit que donc il y a cette prise à la source pour les non-résidents, d'après ce que j'ai compris, de 15% qui est ensuite rendue. Et Jean-Philippe, on a parlé d'investissement au Québec et notamment à Montréal il y a quelques jours. Et tu nous disais que là-bas, c'est carrément 25% qui est pris et ensuite rendu. Donc, vaut mieux investir en Floride, aux États-Unis qu'au Québec. Alors, je ne m'aventurerai pas sur ce sujet-là, sinon je vais me mettre du monde à dos, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc, je ne me prononce pas. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que les principes sont les mêmes. Où qu'on aille dans les pays occidentaux, il y aura, du moment qu'on est non-résident, il y aura une retenue à la source qui sera faite sur les biens immobiliers. Il y a possibilité de minimiser le montant de la retenue, mais ça, je vais en parler plus tard. Voilà. Ok. Je rappelle à tout le monde qu'on voit vos questions, on va répondre à vos questions. Magali, Raïm, Arnaud, Xavier, Yasmine, on voit vos questions. On va y répondre, on répondra à toutes les questions dès que Jean-Philippe a fini de faire sa présentation. Donc Jean-Philippe, si tu veux partager ton écran. Super, allez, allons-y. Bonjour à tous, merci French Morning, merci Séverine et Gilles. Donc, nous en avons appris pas mal sur l'immobilier à Miami, le comportement du marché, comment est-ce qu'on doit acheter, quel type de structure, toute la réglementation. Et maintenant, je vais parler de choses un peu moins drôles, de la fiscalité. On va rentrer, c'est vrai que chacun l'a abordé rapidement, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Mais hélas, comme nous y sommes tous soumis, où que nous soyons dans le monde, eh bien, il est quand même important de la prendre en considération. Donc, je vais partir vraiment des bases de la fiscalité américaine parce que je pense que c'est important pour bien comprendre tous les tenants et aboutissants. En commençant d'abord par ce que Gilles et Séverine ont soulevé, il est vrai qu'en Floride, il n'y a pas d'impôt d'État pour les particuliers. Il faut savoir qu'aux États-Unis, pour les Français qui nous écoutent, pour les Canadiens, c'est différent puisqu'ils sont habitués à ce double niveau d'imposition. Mais pour les Français qui nous écoutent, il y a plusieurs niveaux d'imposition. Il y a le niveau étatique et le niveau fédéral. Donc au niveau des États, et parfois même d'ailleurs, un impôt de la ville, comme c'est le cas à New York City. Si vous habitez à New York City, vous gagnez de l'argent, vous serez imposé par la ville, par l'État et par le fédéral. Donc 3 niveaux d'imposition, ce qui fait, comme le disait Gilles, bien souvent un État qui est très taxé au niveau impôt sur le revenu. Au niveau Floride, on se retrouve avec un impôt fédéral uniquement. Parce que peu importe l'État dans lequel vous allez habiter, peu importe l'État dans lequel vous allez avoir des revenus, le fédéral va toujours récupérer son argent et va toujours vous imposer. Voilà, ça c'est un premier point. Je ne vais pas rentrer dans le détail de l'investissement. Vous avez un investissement en Floride, vous habitez à New York, eh bien, j'y rentre quand même. Comme ça, au moins, vous aurez une idée. Vous ne croyez pas que vous allez être exempt d'impôt sur le revenu, sur le tiré de ce bien immobilier. Étant résident fiscaux de New York et New York imposant sur les revenus mondiaux, vous devrez déclarer à New York vos revenus fonciers de Floride. Et donc, potentiellement, payer un impôt dessus, à moins que vous soyez un résultat fiscal nul ou voire négatif. Et c'est le sujet que nous allons aborder tout de suite. J'en profite, Jean-Philippe, excuse-moi de te couper, j'en profite pour te dire qu'il y a des gens qui sont connectés de New York. Il y a Audrey de New York, il y a Alexandre du New Jersey, il y a Magali qui est à Lyon, il y a Patrick qui est dans le Rhône. Donc, on a vraiment des gens d'un peu partout aujourd'hui. Voilà. C'est ça. Tu adaptes ton discours en fonction de… Ouais, non, c'est ça. T'inquiète pas, c'était prévu. Donc, pour tout ce qui est… Quand on a un bien immobilier, on a principalement 2 éléments dans sa vie fiscale. Les revenus fonciers, donc récurrents, annuels. Donc, tous les ans, il va falloir déposer une déclaration de revenus. Et puis, à la vente, on l'espère, une plus-value. Donc, ça, c'est un élément qui n'arrivera qu'une seule fois sur chaque bien. Donc, si on part dans le récurrent, donc la déclaration des revenus fonciers,
peu importe la façon dont on le détient, donc que ce soit par une structure juridique ou à titre personnel, il faut savoir que les modalités déclaratives vont rester similaires. Quand je parle de modalités déclaratives, ce ne sont pas les formulaires à utiliser ni les taux d'imposition, ce sont vraiment les éléments qui vont être pris en compte pour la détermination de votre revenu foncier, donc de votre résultat fiscal imposable. En fait, c'est assez simple. Il faut savoir qu'aux États-Unis, souvent, les choses sont assez logiques. C'est assez simple. Donc, on prend les loyers encaissés, moins toutes les charges. Ça va être les frais de copropriété, les intérêts d'emprunt s'il y en a, les taxes foncières, les frais d'entretien et réparation, les frais de gestion en cas de mise sous gestion par une agence. Et comme le disait Gilles tout à l'heure, si vous devez vous déplacer pour une fois par an venir voir le bien, effectivement, sous certaines conditions, vos frais de déplacement pourront en plus être déductibles. C'est quand même une souplesse qui est assez importante. Donc, une fois que vous avez ça, c'est super, vous avez un résultat. En plus de ça, vous allez pouvoir amortir votre bien. En fait, cet amortissement est automatique. C'est bien différent de la France cette fois-ci, où il faut prendre certaines options pour pouvoir amortir un bien loué. Aux États-Unis, il est automatique et cet amortissement se fait sur 27 ans et demi. Si on prend un exemple chiffré, pour rendre les choses un peu plus simples, mettons que vous ayez acheté un bien 275 000 $, incluant les frais liés à la transaction. Vous l'amortissez sur 27 ans et demi, ça veut dire que vous pourrez déduire 10 000 $ par an de vos revenus fonciers. Ce qui, comme le disait Gilles tout à l'heure, va généralement vous faire passer en perte fiscale. Attention, ça ne veut pas dire que le bien n'est pas rentable, ce n'est pas une perte cash, c'est vraiment fiscal uniquement et c'est vraiment à votre avantage. Donc, cette perte fiscale, qu'est-ce qu'on va en faire? Tout dépend en fait de votre situation. Si vous êtes aux États-Unis, que vous avez d'autres revenus, donc des salaires notamment, que vous gérez le bien de manière active et que vous gagnez moins de 100 000 $, à ce moment-là, vous pourrez déduire 25 000 $ de pertes liées à la location de ce bien. Si vous gagnez entre 100 et 150 000, à ce moment-là, pour chaque dollar de revenus supérieurs à 100 000, vous pourrez déduire 50 centimes. Et au-delà de 150 000, vous ne pourrez plus la déduire, hormis contre d'autres revenus fonciers qui, eux, présenteraient un résultat fiscal taxable. Donc ça, cette imputation contre les autres revenus fonciers est vraie aussi bien pour les résidents fiscaux américains que pour les non-résidents. Et dans le cas où vous ne pouvez l'imputer sur rien du tout, eh bien, qu'est-ce qu'on en fait? Elle n'est pas perdue, d'accord? Parce qu'elle se reporte tous les ans, on la cumule. On va pouvoir l'utiliser pour minimiser l'impact de la plus-value à la vente. D'ailleurs, en parlant de plus-value sur les biens loués, là, je vais me concentrer sur le taux d'imposition fédéral, puisqu'en Floride, il n'y a pas encore une fois d'imposition sur les particuliers. Au niveau de la plus-value, l'imposition sera comprise entre 15 et 20%, dépendant du montant de la plus-value, dépendant d'autres paramètres, mais vous pouvez garder en tête entre 15 et 20% au niveau fédéral. Ça ne veut pas dire que ce sera le seul impact fiscal, puisqu'il peut y en avoir dans l'État dans lequel vous habitez ou même dans le pays dans lequel vous habitez. Si vous êtes en France, il faudra déclarer cette plus-value. Si vous êtes au Canada, c'est la même chose. Donc, on impose la plus-value et en plus, il va y avoir un autre élément qui va être la reprise d'amortissement. Vous amortissez votre bien sur 27 ans et demi. Si on repart sur notre exemple précédent, d'accord, vous avez vendu le bien au bout de 2 ans de détention. À ce moment-là, vous aurez pratiqué 20 000 $ d'amortissement. Il est repris, il est réintégré à vos revenus et imposé normalement à un taux de 25%. Pour la plus-value, excusez-moi, je reviens un peu en arrière. J'ai dit des taux compris entre 15 et 20% à condition d'avoir gardé le bien, conservé le bien, être propriétaire du bien depuis à minima 1 an. Là, je fais une petite parenthèse aussi pour la résidence principale. Il faut savoir que si vous achetez votre résidence principale, vous aurez droit à un abattement de 250 000 $ par individu du couple sur la plus-value. Donc, si vous êtes marié et que vous avez réalisé une plus-value de 500 000 $, elle ne sera, ou moins, elle ne sera soumise à aucun impôt. Pour ça, il faut avoir résidé au moins 2 ans dans l'habitation sur les 5 années précédant la vente.
Donc voilà pour ce qui est des bases vraiment de la fiscalité. On ne va pas rentrer dans plus de détails par rapport à ça, mais on va pouvoir continuer sur la fiscalité qui va dépendre des modalités de détention et aussi qui va dépendre de votre lieu et votre pays de résidence. C'est là que je rejoins ce que tu disais, certains de nos auditeurs. Donc, fiscalité en fonction du mode de détention. Si vous détenez en direct, que se passe-t-il? On retombe dans le cas de figure classique que j'ai expliqué tout à l'heure. On déclare ses revenus fonciers sur sa déclaration de revenus personnels. Si vous êtes résident, eh bien, ça se fait sur votre 1040, sur le Schedule I. Si, au niveau fédéral, toujours, si vous êtes non-résident, vous devrez déposer aux États-Unis une déclaration de non-résident pour déclarer vos revenus fonciers. Vous allez après, dans votre pays d'origine, déclarer ces revenus fonciers, mais attention, selon les modalités locales. Donc, selon soit les modalités françaises, soit les modalités canadiennes. Et puis, si vous vous retrouvez avec un résultat taxable dans votre pays de résidence, vous aurez droit à un crédit d'impôt équivalent à l'impôt américain que vous aurez payé si jamais vous en avez un, puisque tout à l'heure, nous le disions, bien souvent, dû à l'amortissement, on se retrouve en perte fiscale. Pour les LLC, Séverine l'a abordé à juste titre. Effectivement, ce sont des sociétés qui sont transparentes fiscalement. Donc, vous vous retrouvez imposé à titre personnel sur les revenus de la société. Si elle est détenue par un seul membre, on considère ça comme une disregarded entity. Donc, la déclaration de la société se fait sur votre déclaration personnelle. Si vous avez plusieurs membres, votre part de résultat va vous revenir via un formulaire qui s'appelle le K1 et permettra de faire remonter ce résultat de la société sur votre déclaration de revenus personnels. Encore une fois, pour les non-résidents, il va falloir, donc pour les non-résidents, il va falloir déposer une déclaration de non-résident à titre personnel sur laquelle on va déclarer le résultat de la société, enfin votre part de résultat. Et il faudra aussi que vous le déclariez dans votre pays de résidence fiscale et puis toujours avec ce jeu de crédit d'impôt. Avec toutefois un bémol pour le Canada, on va y venir tout à l'heure. Une autre option est la C-Corp, parce que, comme le disait Séverine à juste titre, parfois on ne veut pas avoir d'implication fiscale dans son pays de résidence fiscale. À ce moment-là, on crée une C-Corp qui va en gros faire barrière entre le fisc américain et le fisc de votre pays de résidence. La société va payer son impôt aux États-Unis du moment que vous n'avez pas que vous ne vous versez pas de revenus, soit sous forme de dividendes, soit sous forme de salaire, ce qui est quand même plus rare dans le cadre de structures immobilières, vous n'avez aucun impact fiscal dans votre pays de résidence, hormis une obligation, la majorité du temps, une obligation déclarative comme quoi vous détenez les parts de cette société, vous en avez le contrôle. Et puis chaque pays va appliquer ses propres obligations. Donc, pour les non-résidents, pour les résidents, c'est assez facile. Pour les non-résidents, ce que je disais, toujours en cas de transparence, ne pas oublier de déclarer dans son pays d'origine et ne croyez surtout pas, parce qu'il y en a beaucoup qui le font, qui disent « Ouais, c'est super, c'est aux États-Unis, c'est à 6000 km. Moi, je déclare rien, je m'en fiche. » Le jour où vous allez vous faire attraper, ça va vous faire très mal. Donc, vraiment, n'oubliez pas de déclarer. Si on revient sur la LLC au Canada, c'est un point qui est vraiment sensible parce que je sais qu'il y a un certain nombre de Canadiens qui nous écoutent, de Québécois qui sont habitués à investir en Floride. Eh bien, il faut savoir que la LLC n'est pas reconnue au Canada. L'ARC, l'Agence du revenu du Canada, ne reconnaît pas la LLC. Elle la traite comme une C-Corp. Donc, vous allez vous retrouver avec possiblement une double imposition sur les revenus de la société. Pourquoi? Parce que d'un côté, vous avez une société qui est soumise à l'impôt sur le revenu côté américain. D'accord? Donc, tous les ans, si vous avez des impôts à payer, vous allez payer des impôts. Côté canadien, cette société est considérée comme une C-Corp. Donc, vous n'êtes pas imposé tous les ans sur les revenus de la société. Mais vous allez être imposé le jour où vous allez prendre des distributions de la société. Donc, le jour où vous allez prendre du cash, qui a déjà été imposé aux États-Unis à votre titre personnel. Au Canada, ce sera considéré comme des dividendes. Donc, vous allez avoir une dualité de type de revenus, de type d'imposition, et donc des revenus pour lesquels vous ne pourrez pas forcément utiliser de crédit d'impôt, et en plus, une différence de temporalité. Donc, attention avec la C-Corp avec la LLC au Canada.
il y aura une option qui peut être envisagée, qui sera de convertir votre LLC en C-Corp en faisant ce qui s'appelle communément une check-the-box election. Il y a des conditions pour ça, mais il faut y penser, qui permet de transformer fiscalement uniquement la société en C-Corp. Et à ce moment-là, on évite ce problème de double imposition côté canadien. Voilà un peu. Donc, je passe un peu vite parce que ce webinaire est là pour vous donner des lignes directrices, pour vous permettre d'en savoir un peu plus, pour éviter de tomber dans certains pièges. Mais évidemment, chaque chose que je dis doit être adaptée à la situation de chacun. Parce que parfois, même au Canada, une LLC pourra être intéressante. C'est assez rare, mais ça pourra être le cas. Donc, il faut vraiment étudier le cas de chacun pour pouvoir donner un conseil éclairé. C'est juste là pour vous donner quand même des modalités de réflexion. Maintenant que nous avons vu la base fiscale, les différents types de structures et les fiscalités attachées, il y a des points qui vont s'appliquer et qui seront intéressants, qui sont favorables à l'investissement aux États-Unis. Le FIRPA un peu moins, mais le premier, qui est le Like-Kind Exchange, ou la section 1031, qui va vous permettre de reporter l'imposition des plus-values sur les biens que vous vendez. Évidemment, il y a des conditions pour cela. Il va falloir que vous achetiez, donc vous vendez un bien, vous allez acheter un bien du même type qui sera, donc par exemple, si c'est un bien locatif, vous allez devoir acheter un bien locatif. Il y a des conditions de temps pour bénéficier de ce report. Il va falloir avoir ciblé un bien immobilier donc à racheter par la suite dans les 45 jours qui suivent la vente de votre premier bien immobilier et avoir signé le closing dans les 180 jours qui suivent la vente. D'accord ? Et surtout, ne pas avoir perçu de cash. Donc, en gros, au moment de la vente, l'acquéreur va mettre votre argent sous séquestre auprès de la personne qui va être responsable de la vente. Et puis, vous allez fournir les documents comme quoi vous avez une cible. Et puis après, la personne va s'occuper du closing. Mais l'argent ne tombera jamais sur votre compte bancaire. Si vous avez une somme qui tombe sur votre compte bancaire, à ce moment-là, elle sera imposable. Et puis, il y a un oublié souvent par les non-résidents, qui va être le FIRPTA. Séverine l'a abordé tout à l'heure. Donc, c'est une retenue à la source de 15% sur le brut que l'acquéreur doit absolument opérer pour les non-résidents. Mais il y a des possibilités de minimiser le montant de cette retenue. Comment faire ? Eh bien, il va falloir demander à l'IRS un withholding certificate par lequel on lui prouve tout simplement. Donc l'IRS, pour ceux qui ne savent pas, excusez-moi, c'est le fisc fédéral américain qui va permettre de prouver à l'IRS que en fait, l'impôt que l'on doit payer sur la plus-value est inférieur à 15% du montant brut. Puisqu'effectivement, normalement, vous avez votre prix de vente, mais vous avez eu aussi un prix d'achat. Donc, on ne fait la retenue que sur le net de la vente. Il faut le prévoir en amont parce que l'IRS a des délais de réponse, donc c'est assez long. Mais encore une fois, ça ne doit pas être un frein à l'investissement. On le disait tout à l'heure, la plupart des pays occidentaux appliquent cette règle, donc ça ne doit pas être un motif de ne pas investir aux États-Unis parce qu'en fait, finalement, tous les pays vont appliquer cette règle. Voilà donc ce qu'il en est pour la partie fiscale qui était peut-être un peu dense, mais j'espère qu'elle vous aura apporté quelque chose. Maintenant, si vous avez des questions, nous sommes là. Super, merci Jean-Philippe. Bon, je crois que je suis très content parce qu'on a eu beaucoup d'informations. On a tenu en 53 minutes, c'est très bien. Alors, on va répondre à toutes les questions comme je l'ai dit. Et j'aimerais donner avant tout la parole aux gens qui lèvent la main. Donc, je sais que Yves, je vous ai donné la parole. Vous aviez une question. Si vous voulez juste activer votre micro en cliquant sur Unmute. Et comme ça, on va pouvoir vous entendre. En attendant… Ah, ça y est, c'est activé, je crois. Oui, bonjour, merci pour cette présentation. J'avais juste une question au niveau des reports dans les déclarations. Si jamais on a un bien loué en Amérique du Nord
est-ce qu'on doit reporter, en fait, en Amérique du Nord, et les revenus locatifs sont reportés dans la juridiction, soit Canada, soit États-Unis, est-ce qu'on doit reporter ces montants déjà déclarés au fisc, soit canadien, soit américain, dans une déclaration européenne si on habite en Europe? Alors, je crois que la question m'est adressée. Si vous habitez en Europe, tout dépend du pays dans lequel vous habitez. Hein. L'Europe n'est pas un État fédéral. Mais effectivement, je ne connais pas les fiscalités de tous les pays européens, mais pour la France notamment, ou Espagne, ou encore Royaume-Uni, effectivement, vous allez devoir déclarer, si vous avez un bien loué en Amérique du Nord, comme vous le disiez, que ce soit Canada ou États-Unis, vous allez devoir déclarer vos revenus fonciers dans le pays dans lequel vous habitez. Voilà. Et aussi, bien sûr, dans le pays dans lequel est situé le bien, puisque ce pays-là aura la priorité d'imposition. Merci beaucoup. Donc, je comprends que la première imposition sera l'imposition sera dans le pays du bien loué, et en fait, c'est seulement un report d'informations pour le fisc français, par exemple. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. Non, ça n'est pas simplement un report. Oui, c'est un report de l'information, mais il va falloir, dépendant encore une fois des modalités de détention, si vous détenez le bien en direct, il va falloir respecter les modalités déclaratives françaises relativement au bien loué. En gros, comme si le bien était en France, sauf qu'il est à l'étranger. Et donc, vous soumettre dû à ces modalités déclaratives à l'imposition française. Et puis, si vous avez un impôt qui est payé au Canada ou aux États-Unis, vous aurez droit à un crédit d'impôt pour venir annuler la double imposition. Mais si vous avez un taux d'imposition moindre sur vos revenus fonciers, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, comparé à votre taux d'imposition français, en gros, vous paierez le différentiel de taux d'imposition à la France. Voilà, c'est un peu là, on rentre dans des problématiques qui sont un peu pas forcément faciles à appréhender, mais c'est pour faire très simple, dites-vous que quand vous êtes sur deux pays, eh bien, vous allez toujours payer le taux d'imposition le plus fort entre les deux pays. Voilà. On a la chance d'avoir une institution fiscale qui nous permet d'éviter au maximum la double imposition entre la France et les États-Unis. Merci beaucoup Yves pour votre question. S'il y a d'autres personnes qui souhaitent lever la main, n'hésitez pas, on vous donnera la parole. Je vais en profiter pour donner la parole à Sébastien qui a une question. Hop là. Sébastien, Bonjour, j'ai une question pour Gilles. Merci pour la présentation sur les perspectives en fait, du marché. Et de ce que je comprends de votre présentation, il y a peu de risques en fait, à moyen terme d'une crise comme il y a eu en 2008, en fait, à la suite de 2008 sur le marché de Miami. Le marché de Miami, en fait, je pense, est un marché de résidence, plutôt de résidence principale. Qu'en est-il et quelle est votre perspective sur des marchés comme le marché, par exemple, de West Palm Beach, qui est plus un marché de résidence secondaire? Alors, merci pour votre question. Déjà, mes chiffres, je les ai pris de l'Association des agents immobiliers de Floride et c'était des chiffres sur Miami-Dade, hein, c'est-à-dire la région de toute la grande région du comté de Miami. Donc, c'était des moyennes, donc ça ne parlait pas de South Beach ou ça, c'était vraiment une moyenne, donc c'était des bons chiffres. Sur West Palm Beach, mon expertise n'est pas à jour parce que je n'ai pas eu le temps d'étudier les chiffres, mais j'y ai accès et je pourrais vous les transmettre si vous avez une question très précise. Il faut savoir que c'est l'ultra-luxe souvent, Palm Beach. On parle bien de Palm Beach, hein, pas de West Palm Beach. On parle de West Palm Beach. Ah, West Palm Beach, alors c'est différent parce que West Palm Beach, c'est plus un quartier de gens locaux qui vivent. Donc, c'est Palm Beach qui est résidentiel et surtout qui est adressé aux ultra-riches. Donc, c'est deux marchés différents, en fait. D'accord. Voilà. Donc, bien sûr, il y a des résidences secondaires à West Palm Beach parce qu'elles sont beaucoup plus accessibles à un certain niveau de personnes. Et là encore, si vous voulez, vous m'envoyez votre question par email et je regarderai tranquillement et je vous donnerai les informations, les statistiques. On a des statistiques très, très, très précises. Là, on commence à avoir les statistiques du mois d'avril. Et donc, c'est sur lesquelles et celles de mars sont déjà tombées. Donc, moi, je m'étais basé sur celles de mars et déjà un petit peu ce qu'on avait en avril pour ce que je dis, mais ça, c'était pour le comté de Miami-Dade. Voilà.
Merci. Merci Sébastien pour votre question. On a une question d'Hervé, je crois. Oui, vous m'entendez? Très bien. Je me souviens, j'étais en 2008 à Miami au moment de la crise et c'était spectaculaire de voir comment le marché immobilier était secoué. Je suis un tout petit peu surpris de votre optimisme par rapport à ce qui se passe actuellement dans le pays, avec l'explosion des chiffres du chômage, une récession probablement. Enfin, c'est absolument inévitable. Je ne vois pas comment, par quel miracle, la situation économique pourrait se retourner. Donc, oui, j'étais un petit peu surpris de votre optimisme quant au comportement du marché immobilier. Vous disiez qu'il y avait il fallait différencier le comportement et les prix, mais je crois que si les gens ne peuvent pas payer leur mortgage ou leur loyer, etc., a fortiori, comment le marché peut-il résister à ça? Donc, ça m'est adressé. Alors, oui, je suis beaucoup plus optimiste qu'on pouvait l'être en 2008, parce que déjà en 2008, il y avait une bulle. Hein. C'était une bulle sur les crédits immobiliers, donc les gens achetaient. Et comme c'était des crédits hypothécaires, et vu que la valeur des biens augmentait tous les 3 mois, ils refaisaient un crédit hypothécaire plus cher. Et quand la bulle est tombée, la valeur du bien ne correspondait plus du tout à la valeur de la dette. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le marché de Floride et surtout de Miami est très dynamique. C'est un marché qui est beaucoup plus volatile que peut être le marché parisien. Donc, on a des variations de courbes de valeur qui peuvent être assez rapides. On l'a bien vu en 2008, en 2011 surtout. Et comme je disais, on est déjà remonté complètement au-dessus. C'est aussi un marché aujourd'hui qui est nourri par, c'est ce que j'expliquais, le fait que Miami, il y a 10 ans, c'était pas encore 10-15 ans, c'était pas encore une ville qui offrait les infrastructures et une économie qui attirait les entreprises externes. Aujourd'hui, Miami attire les entreprises du monde entier. Elle attire des résidents des États-Unis qui sont très taxés. Elle a une démographie qui est positive. Et donc ça, je pense que ça va nourrir beaucoup le marché. Donc d'un côté, un marché qui est plus sain. De l'autre côté, une démographie, une demande qui est là et qui est constante. C'est ça qui me rend confiant. Maintenant, je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir une petite crise, mais ce qui se passe aujourd'hui, et ça je l'ai dit tout à l'heure aussi, oui, forcément, il va y avoir une récession. Heureusement, les États-Unis ont quand même beaucoup aidé leurs résidents. Le pays se réouvre. Il faut savoir qu'aujourd'hui, tous les gens qui sont partis au chômage très vite, ils peuvent revenir très vite sur le marché du travail. Donc, il faut rester bien sûr au courant des chiffres du chômage de Floride, enfin des États-Unis en général. Et les banques aussi ont autorisé des concessions sur les mensualités. Beaucoup de banques ont dit OK, on ne va pas vous prélever pendant 3 mois le temps que vous retrouviez du travail. Voilà. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qui sont très différentes de ce qui s'est passé en 2008. Ce n'est pas du tout la même. Et finalement, comme je disais aussi, les États-Unis, c'est un des pays qui va se remettre le plus vite de la crise, comme à chaque fois, parce qu'ils sont très résilients au niveau économique. Voilà, donc c'est mon avis. Je peux me tromper. Vous savez, l'économie, c'est un peu comme la météo. Il faut parfois prévoir, mais moi je suis confiant. Ok, merci pour ton feedback, Gilles. Je vais juste, parce qu'il y a des gens qui ont pris le temps de nous écrire à l'avance, et j'aimerais vraiment qu'on réponde à leurs questions. Donc, on a une question de Patrick. Je suis résident français, donc je suis français résident au Québec. J'aimerais savoir s'il est possible d'acquérir une propriété avec un droit de location court, moyen terme, 15 jours, 1 mois, 2 mois ou plus, pas pour faire du Airbnb. C'est une question pour moi, donc. Oui, vous pouvez, bien sûr, n'importe qui dans le monde entier peut acquérir un bien en Floride. Et par rapport aux locations court terme, il faut bien choisir dans quel immeuble, dans quel quartier, parce qu'il y a des restrictions au niveau des mairies qui autorisent ou pas, pour certaines zones, que la location à court terme soit possible. Et vous avez après l'association des copropriétaires qu'on appelle Home Owner Association, qui peut aussi mettre des règles de restriction sur la durée de location de votre bien.
Et donc, il faut bien vérifier que dans l'immeuble où vous achetez, dans le quartier où vous achetez, dans la rue où vous achetez, le bien sera d'une part autorisé au court moyen terme par la Homeowner Association, donc le syndic de copropriété, et par la mairie. Sinon, notamment à Miami Beach, les gens qui ont pensé faire beaucoup de Airbnb, même si ce n'est pas ce que vous désirez faire, ont eu des très grosses amendes. Et bon, aujourd'hui, on ne sait pas trop où on est parce qu'il y a un juge qui a un petit peu remis ça en cause, mais la mairie de Miami va revenir à la charge parce qu'on a les hôtels ici qui ont une très forte pression sur la ville et ils ne veulent pas non plus perdre leur part de marché. Mais il faut faire, c'est possible, ce que vous voulez faire, c'est possible. Il faut surtout bien étudier en amont lorsqu'on cherche un bien. Et ça, vous avez besoin d'un agent immobilier pour le faire parce que quand vous faites vos recherches vous-même, vous n'aurez pas accès à toute l'information qui vous permet de dire si le bien sera disponible à la location court terme ou pas. Voilà. Merci Gilles. Je réponds rapidement. Là, il y avait une question de quelqu'un dont on n'a pas le prénom. Est-ce que la vidéo sera disponible après le live? Oui, la vidéo sera disponible tout de suite après ce live sur le Facebook de French Morning. Et vous l'aurez aussi en replay dans un email automatique qui part dans 24 heures, ainsi que dans toutes les prochaines newsletters de French Morning et de Maudit Français. Donc voilà. On avait une autre question qu'on a reçue par email, qui est une question de Michel. Bonjour. C'est bonjour madame, donc je pense que c'est pour Séverine. Je compte acquérir en Floride une résidence secondaire en 2021. Je souhaite opter pour la LLC plutôt qu'en nom propre, puisque je souhaite louer en saisonnier ce bien quand je serai en France. Est-ce vraiment utile d'acheter en LLC? Par ailleurs, puis-je être associé avec seulement mon fils dans cette LLC? Enfin, quelle est la règle en matière de succession pour un Français, résident principal en France, qui a un bien en propre ou en LLC aux États-Unis? Merci et à bientôt. Bien à vous. Michel. Alors, oui, alors je pense que dans ma présentation, je disais que je recommandais effectivement de toujours acquérir un bien sous forme de AIC parce que ça limite votre responsabilité personnelle. Donc, il n'y a vraiment pas de doute. Il faut pas acheter en nom propre. Il faut vraiment acheter via une LIC. La LIC, oui, vous pouvez être, votre fils peut être dans cette LIC. Tout le monde peut être dans une LIC. Simplement, si c'est un mineur, il n'aura pas de droit de vote. Mais il n'y a aucun problème à ce que votre fils soit dans cette LIC. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on crée une société, il y a des statuts qui vont un petit peu dire qui fait quoi et comment. Donc, de toute façon, même si votre fils est mineur, ce sera mentionné dans les statuts, mais il n'aura pas de droit de vote. S'agissant du droit des successions, moi, je ne suis pas experte en la matière, mais la première question, c'est de savoir quelle est la loi applicable. En France, à partir du moment où le dernier domicile du défunt était en France, la loi française va dire finalement c'est moi, loi française, qui suis compétente pour finalement gérer ces droits de succession, même pour des immeubles qui sont aux États-Unis. Et la loi américaine, elle, mentionne que si le défunt est effectivement non résident, elle est quand même compétente pour gérer les successions aux États-Unis. Donc, en principe, il y a le risque d'avoir deux lois applicables. Et c'est pour ça qu'il y a une convention qui existe en droit des successions avec la France et qui met en place un mécanisme de crédit d'impôt en matière de succession pour éviter cette double imposition. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous avez effectivement un bien aux États-Unis qui vaut plus de 60 000 $, oui, vous serez sujet au droit de succession aux États-Unis. Maintenant, une autre raison de créer une LIC quand vous détenez votre bien, ce n'est pas tellement que vous allez échapper à ces droits de succession, mais c'est que finalement, vous allez pouvoir contrôler vos droits de succession par le mécanisme de part sociale en disant, ben voilà, de mon vivant, je décide de transférer mes parts à mon fils. Et à ce moment-là, il n'y a plus vraiment de grosses problématiques parce que vous avez le contrôle en fait de ces droits de succession par le biais des statuts dans une LIC.
Merci Séverine. Vous avez plus de questions, je pourrais y répondre plus précisément parce que ce n'est pas mon expertise de droit de discussion, mais je pourrais trouver la réponse. Super. Et merci. Je rappelle à tout le monde que j'ai mis l'email de Séverine dans le chat, donc vous pouvez lui écrire dès à présent. Alors, concernant, on a une question qui est complémentaire, qui a été écrite par Raïm. Donc, Raïm rebondissait là-dessus. Il demandait, y a-t-il des organismes financiers américains qui acceptent de financer un achat immobilier pour un résident français via une LLC? Et je crois qu'il avait aussi posé une question avant qui était assez similaire sur comment se faire financer en local en Floride, quand on est peut-être résident en France. Est-ce qu'il y a des solutions? Alors, Gilles, peut-être là-dessus, je pense. Alors oui, il y a des solutions, mais c'est très difficile et elles ne sont pas du tout intéressantes. Sauf à avoir la citoyenneté américaine ou une carte verte auparavant. Mais bon, je pense que dans le cas de notre question, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, les établissements financiers américains utilisent ce qu'on appelle le credit score, c'est-à-dire qu'ils notent, les gens sont notés par rapport à leur capacité de remboursement, leur historique de remboursement. Et plus votre credit score est bon, plus on vous prête facilement et à des meilleurs taux. Alors, ce credit score est lié normalement à un numéro de sécurité sociale qu'on obtient quand on est résident aux États-Unis. Donc, si vous n'avez pas ça, les banques vont être très frileuses à vous prêter de l'argent et c'est quasiment mission impossible. Après, il y a ce qu'on appelle les hard lenders. C'est un peu des usuriers, on va dire, qui vous prêtent à des taux très, très hauts, 10, 11%, avec des crédits qu'on appelle in fine, c'est-à-dire quand vous remboursez à la fin le capital, vous remboursez que des intérêts pendant la durée du prêt. Et c'est pas du tout intéressant. Il y a en revanche une solution qui peut être possible. Si vous avez un bien immobilier en France qui est libre de toute hypothèque, vous pouvez demander à votre banque de prendre une hypothèque sur votre bien immobilier en France, d'obtenir un crédit avec votre banque en France en euros, ce qui vous permet d'avoir un taux très, très avantageux en ce moment, parce que je crois qu'on tourne autour des 1%, alors qu'aux États-Unis, aujourd'hui, on est à 3,6, 3,7, 4. Et d'utiliser cet argent pour acheter cash en Floride ou aux États-Unis, où vous voulez. Et le fait d'acheter cash aussi, ça permet aussi de négocier un peu plus dur les prix avec l'acheteur, avec le vendeur. Donc ça, c'est une solution que j'ai déjà utilisée personnellement. Je l'ai utilisée pour des clients, qui est très pratique. Et vous remboursez votre crédit en Europe, en France, avec vos revenus en euros. Et si vous n'êtes pas lié non plus au cours du dollar. Donc ça peut être une solution, mais bien sûr, il faut avoir un bien libre de toute hypothèque en France qui vous appartient en nom propre normalement. Voilà. Merci beaucoup, Gilles. J'ai donné la parole à Benoît qui avait une question. Benoît, on t'écoute. Oui, bonjour à tous, vous m'entendez? Parfaitement. Oui, bonjour. Je voulais vous poser une question, surtout à Jean-Philippe. J'ai une LLC que j'ai créée en 2018 et dont j'ai fait la première déclaration l'année dernière, option IS. Et j'ai un projet d'expatriation sur la Floride. Et on m'a conseillé de repasser de la LLC à l'IR. Je voulais savoir si c'était possible de revenir en arrière et savoir s'il y avait des dates pour faire les démarches fiscales. Oui, tout à fait. Alors, je ne connais pas toute votre situation, mais effectivement, a priori, le conseil était bon. Puisque, comme vous l'aurez compris, c'est là, à l'heure actuelle, votre société à l'IS va payer son impôt et puis après, vous allez être imposé sur les dividendes que vous allez vous verser. Dans le cadre de la LLC, si elle redevient considérée comme un partnership fiscalement, vous allez payer directement l'impôt sur le revenu qui sera plus faible en cumulé que société plus impôt sur les dividendes. Donc oui, il est possible d'annuler cette option. Cependant, ce que ça va générer d'un point de vue fiscal, ça va générer la liquidation de la SICOR avec toutes les conséquences que cela va pouvoir engendrer. Et après, effectivement, vous aurez le droit de traiter la société comme une LLC. Donc, à le faire, il faut voir si ça vaut le coup, parce que parfois, dépendant, est-ce que la société a une activité déjà ou non, si elle n'a pas d'activité, c'est très simple, ça se fait, mais parfois elle est en activité, c'est de la location saisonnière et elle est en déficit actuellement. Ok.
Ok. Si elle est en déficit, l'impact fiscal ne devrait pas être énorme. Donc, mais si vous voulez, ça, envoyez-moi un mail et on pourra en parler hors sujet, hors webinaire, parce qu'il y a pas mal d'éléments à prendre en considération avant de lever l'option. Je profite du coup je vais vous écrire bien évidemment la date limite pour déclarer les revenus de la LLC cette année. Quelle est la date finale? Là, étant donné qu'elle a été convertie fiscalement en C-Corp, vous avez jusqu'au 15 juillet avec possibilité d'extension au 15 octobre. Si elle était restée LLC, la date aurait été passée. LLC avec plusieurs membres, attention, qui doit donc déposer sa propre déclaration. La date était au 15 mars avec possibilité d'extension au 15 septembre. Et si vous êtes seul membre, parce que là je le dis pour tout le monde, ça ne nous concerne plus, mais si vous êtes seul membre de la LLC, étant donné que la déclaration se fait sur votre déclaration de revenus, la deadline est toujours le 15 juillet avec possibilité d'extension au 15 octobre. Ok, super. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci, Benoît, pour votre question. À bientôt. Donc, alors, on a reçu beaucoup de questions, donc on va essayer de continuer d'y répondre. On a Delphine qui nous a posé une question. Bonjour, je suis française. J'ai une green card et vis à Miami. Je veux acheter une maison à Miami. Je compte louer dans 2 ans lors de mon retour temporaire en France pour 3 ans. Dois-je déclarer les revenus des loyers aux USA et en France? Cela veut-il dire que je vais payer 2 fois des impôts dessus? Alors, je pense qu'on en a déjà un peu répondu, mais Jean-Philippe, si en 2 mots, tu veux juste… Oui, tout à fait, parce que là, vraiment, dites-vous, c'est simple. En fait, il y a une règle qui est très, très simple. Du moment que vous avez des revenus, il faut les déclarer. Voilà, vous pouvez partir de ce principe-là. Et en termes de revenus immobiliers, de revenus fonciers, vous devez toujours les déclarer dans le pays duquel ils sont originaires et après les déclarer dans le pays dans lequel vous habitez. Et non, vous n'allez pas payer 2 fois des impôts dus aux conventions fiscales, comme on le disait tout à l'heure, puisque vous aurez des jeux de crédit d'impôt. Mais il est possible que vous payiez des compléments d'impôts dans le pays dans lequel vous habitez, dus au différentiel de taux d'imposition ou dû au différentiel de traitement des revenus fonciers. Ok. Merci Jean-Philippe. J'en profite, j'ai donné la parole à Jean Roland s'il avait une question, je crois. Donc, il faut juste activer votre micro pour poser votre question. Oui, bonjour, merci de me donner la parole. Je voulais savoir, j'ai cru comprendre en achetant la résidence principale, à titre personnel, qu'on pouvait avoir un abattement résidence personnelle sur les taxes foncières. Et je voulais savoir si on avait acheté l'appartement avec une LLC, par exemple à 90%, et avec une société française à 10%, puisque c'est la société française qui apporte un peu en compte courant dans la LLC l'essentiel du financement. Donc, est-ce que en détenant l'appartement par une LLC très majoritairement, c'est-à-dire à 90% directement ou à 100% indirectement, on bénéficie aussi de l'abattement résidence principale sur les taxes? Alors, en fait, je pense que la question est à cheval entre Séverine et moi, mais je vais commencer par l'aspect fiscal, mais je pense qu'il y a aussi un aspect juridique qui est important. Il faut savoir que si en fait, l'abattement taxe foncière sur vos revenus personnels quand vous avez une résidence principale, bon, déjà, il est plafonné à 10 000 $ et encore ce plafond est pour dû à des standard deduction. Je vous passe pas mal de détails. Donc oui, c'est vrai, mais pas toujours. Pour faire simple, ça dépend des autres dépenses déductibles que vous aurez. Si elle dépasse la standard deduction, qui est à l'heure actuelle de 12 200 $ par individu du couple, si vous êtes marié. Et donc, en notant que les real estate taxes sont plafonnés, la déduction est plafonnée à 10 000 $. Donc, il va vous falloir encore chercher 2 200 $ supplémentaires pour commencer à penser à pouvoir déduire ces taxes foncières et puis le reste de certaines dépenses, dont les frais médicaux notamment. Donc, détenir le bien, la résidence principale via une… Là, je vais peut-être laisser la parole à Séverine, parce que détenir le bien en résidence principale via une structure juridique et puis vous, à titre personnel,
je ne vois pas l'intérêt fiscal de tout ça n'est pas là. Il faut savoir que la LLC, pour sa part de propriété de la résidence, n'aura pas le droit, en fait, elle n'utilisera jamais la déduction de la taxe foncière puisqu'il n'y aura pas de revenus derrière. Voilà, il va falloir quand même lui trouver une utilité à cette LLC, hormis l'apport de capitaux de base. Et Séverine, peut-être que tu as une autre opinion et légalement d'autres points à soulever. Non, je pense que ce qu'il faut, c'est qu'il y ait toujours en fait de l'écriture juridique, c'est-à-dire qu'on puisse tracer un petit peu comment, qui finance quoi via la LLC. Donc ça, c'est important. Après, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'autres éléments à développer plus que ce que j'ai dit dans ma présentation. Je sais pas, vous aviez peut-être une question un peu plus précise à me poser du point de vue… Alors c'est clair, mais effectivement, du coup, j'ai une question qui est connexe, qui est de dire, en fait, dans la LLC, puisqu'on nous a effectivement recommandé de faire une LLC pour acheter cet appartement, on a mis donc ma femme à 90% parce que c'est l'objectif, c'est qu'elle en soit propriétaire, mais comme elle a porté une partie minoritaire, on va dire, des fonds, le reste des fonds ont été apportés par une société française, donc une SARL, qui lui appartient aussi, mais qui avait du cash. Et donc, on s'est dit, un peu à l'image de la France, pour qu'on puisse apporter dans une société française à une autre société, il faut bien de l'argent, il faut bien qu'on en détienne un minimum de capital. Et on estime ou on imagine que ce soit 10%. Je ne sais pas si on peut avoir 0 ou 1% suffisent aux États-Unis pour pouvoir justifier qu'on a apporté beaucoup d'argent pour acheter un appartement. Oui, non, ça c'est pas… Ce que j'essaye de comprendre, c'est que dans l'IC, vous me dites il y a votre épouse à 90% et une société française qui détient également. C'est ça? Oui. Et c'est la société française qui a apporté la majorité des fonds? Oui. OK. Et j'essaye de comprendre, en fait, qu'est-ce qui vous ennuie. Pour moi, ça ne pose pas de problème légal. À partir du moment où on peut retracer les fonds, il n'y a pas vraiment, ça ne pose pas de problème légal. D'accord. Ouais, je me permets juste d'intervenir. En fait, le risque pour vous est juste au niveau français, pas tellement américain, parce que comme dit Séverine, vous avez la traçabilité des fonds est là, donc on n'a pas de problème. C'est l'avantage que là, vous allez sortir de l'argent d'une SCI, donc forcément, d'une société, je crois que c'est une SCI en France. Vous allez sortir de… non, ce n'est pas une SCI, ça va être une SARL. Une SARL, oui. Vous ne vous poseriez pas la question. Non, vous allez sortir de l'argent d'une SARL pour l'investir aux États-Unis. Donc, forcément, si vous le sortez, ça va être à titre personnel. Donc, vous allez vous retrouver imposé sur des dividendes. Et c'est cette partie-là que vous souhaitez éviter, je pense. C'est ça? OK. Là, effectivement, ça va être compliqué. Surtout que vous souhaitez acheter une résidence, c'est pour votre résidence principale. Oui. En fait, ce n'est pas forcément pour refuser les dividendes, puisqu'il n'y aura pas de dividendes, puisqu'il n'y a pas de loyer. La question, c'était au départ celle de l'exonération de la taxe foncière, mais vous avez répondu, c'est que de toute façon, si on ne la loue pas, que ce soit en résidence principale ou en LLC, on ne bénéficie pas d'exonération. Non. Non. Résidence principale, on peut, mais sous certaines conditions. D'accord. Voilà. Ça va participer à un jeu de déduction qui permettront d'en déduire d'autres. D'accord. Okay. Merci Roland pour votre question. À la prochaine. Merci beaucoup. On a une dernière question que j'avais reçue par email que j'aurais vraiment aimé poser. Je pense que ça va être plutôt pour Gilles. Donc c'est une question de Hélène. Voici quelques… Voilà. Je cherche un investissement locatif en Floride, de préférence pour des locations touristiques. Existe-t-il des condos en Floride où le propriétaire peut louer pour de courtes durées, quelques jours à la semaine, sans passer par du Airbnb, mais par une agence de location? Si oui, dans quelle région? Même question pour les maisons dans les gated communities. Merci Hélène. Alors, oui, on peut trouver des immeubles qui autorisent la location saisonnière. Il y a même des immeubles qui autorisent à la journée. Il y en a d'autres qui autorisent à 30 jours. Voilà. Donc,
on peut trouver. Ils sont souvent plus chers à l'acquisition parce que forcément, on peut espérer une rentabilité plus importante. Il y a des agences qui s'occupent de la gestion saisonnière, des gens qui sont très spécialisés qui le font. La plupart du temps, ils utilisent les plateformes Airbnb pour faire le marketing du bien. Donc ça, je pense que c'est normal. Et puis, c'est pas vraiment, je ne vois pas où peut être le problème de ne pas utiliser Airbnb. Alors, pour les gated communities, ça me paraît, je pense, impossible, puisque là, justement, les gens veulent être tranquilles. Ils ont des associations de copropriétaires qui n'autorisent pas les locations à court terme. C'est souvent 6 mois minimum, voire 1 an minimum. Et donc là, je pense que c'est quelque chose quasiment impossible, sauf aller peut-être dans les trailers park et tout ça, c'est-à-dire des mobile homes. Mais bon, j'en connais pas beaucoup et ce n'est pas quelque chose que je maîtrise bien. Mais en tous les cas, pour les immeubles, oui, c'est possible. Ok, merci Gilles. Je crois qu'on avait une question de Didier. Si je ne lui ai pas déjà donné la parole. Didier, tu avais une question? Oui, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui, j'avais simplement une question. Moi, je suis résident aujourd'hui au Canada, mais dans la province de l'Ontario. J'ai entendu tout à l'heure des arguments plutôt, j'allais dire, négatifs ou complexes fiscalement parlant pour les Canadiens, en tout cas, qui souhaitent détenir un bien au Canada, aux États-Unis, mais étant résident au Canada, puisque la LLC n'est apparemment pas reconnue par le fisc canadien. Je suppose que des Canadiens investissent en Floride. Forcément, moi, c'est un endroit où je viens régulièrement, donc je me pose la question à titre personnel pour avoir quelque chose, y aller avec ma famille. Donc, j'avais 2 questions. Quel est fiscalement, particulièrement, l'intérêt d'investir en Floride, l'intérêt ou pas, sachant que je suis dans la province de l'Ontario, donc c'est peut-être aussi un peu particulier. Et la deuxième question, c'était, vous parliez des billets d'avion qui étaient déductibles. Potentiellement, est-ce que ça marche aussi pour les Canadiens? Et si oui, est-ce que ça marche pour une personne ou pour plusieurs personnes, en l'occurrence ma famille? Alors, je crois que la question est pour moi. Attention, effectivement, j'ai parlé de la LLC, des implications fiscales pour les Canadiens, mais il ne faut pas que ce soit un frein. C'est juste, j'ai voulu souligner un point d'attention. Pourquoi? Parce que bien souvent, les Canadiens se font piéger, entre guillemets, là-dedans, parce que forcément, vous ne connaissez pas. Et puis, les personnes en Floride sont très compétentes, mais ne connaissent pas la fiscalité canadienne. Enfin, ce n'est pas évident de savoir, lorsqu'on habite en Floride, que l'ARC ne reconnaît pas la LLC en tant que structure juridique. Enfin, ne la reconnaît pas dû à sa transparence, plutôt. Donc, il y a d'autres moyens. Vous pouvez, donc, comme on l'a dit, soit passer par la C-Corp, passer sinon par des partnerships qui vont être structurés différemment pour avoir quand même toujours une limitation de responsabilité et qui là, eux, seront reconnus. Voilà, il y a d'autres modalités d'acquisition. Pour tout l'aspect légal, Séverine maîtrise tout à fait ça. Donc, il y a vraiment d'autres modalités d'acquisition. Ça, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas que ce soit un frein, que l'histoire de la LLC soit un frein. Parce que c'est juste, j'ai voulu vraiment souligner ça. Parce que là, on entend partout LLC, LLC, LLC. Et c'est vrai que c'est super. C'est vraiment super. Mais pour les Canadiens, attention. Voilà. Après, pour la question des billets d'avion, c'est bien tenté. C'est bien tenté, mais non, on ne peut pas déduire les billets pour toute la famille. Parce que là, c'est un peu extrême. Voilà. C'est ça. Il faut juste qu'il y ait une logique économique dans ce que vous faites. C'est tout. Pensez, les États-Unis sont un pays qui est toujours très logique. Donc, s'il y a une logique économique derrière tout ça, eh bien, ok, ça pourrait être déductible. Mais si vous tentez de faire passer les billets d'avion pour vos 5 enfants, votre conjointe et puis les grands-parents, ça ne marchera pas. Voilà. D'accord. Merci. Avec plaisir. Merci à vous. Donc, on a encore pas mal de questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Par contre, je vais envoyer les questions, on va les exporter du Zoom et on va les envoyer à nos intervenants d'aujourd'hui. La règle à French Morning, c'est Emoji français.
C'est un hard stop après 1h30 de conférence. Il faut qu'on rende l'antenne et qu'on libère aussi nos intervenants qui ont fait un super travail. Je veux vous remercier tous les trois, Gilles, Séverine et Jean-Philippe. Merci d'avoir nous avoir éclairés sur le sujet et j'ai appris des choses. Donc, j'espère que tout le monde a appris des choses aujourd'hui. Je vous rappelle à tous, donc il y a encore plus d'une 50aine de personnes connectées. Je vous rappelle à tous que ce live va être disponible tout de suite sur le Facebook de French Morning. Donc, si vous voulez revoir quelque chose, vous avez juste à aller sur Facebook, French Morning, le live est là. Je vous rappelle que tous les autres lives sont disponibles. Donc, on a fait pas mal de lives depuis les 3 derniers mois. Donc, il y a pas mal de sujets. Je sais qu'il y a des gens qui posaient des questions sur de l'immobilier dans d'autres pays et dans d'autres villes. Je vous invite à regarder aussi les replays des différents webinaires qu'on a fait, notamment sur Montréal et New York. Et il y en aura d'autres qui vont venir, sûrement sur la Californie, dans les prochaines semaines. Voilà. J'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne après-midi pour ceux qui sont sur la côte Est, une bonne soirée pour ceux qui sont en France et une bonne journée pour nos amis en Californie. À bientôt sur French Morning et Maudit Français. Ciao. Merci à tous.